Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Ensemble, nous allons vivre ou revivre les temps forts de l'actualité du bassin. Et cette semaine, je vous emmène en Tunisie pour répondre à une question. Peut-on passer des vacances dans ce pays en toute sécurité? Car vous verrez que de nombreux Français annulent leur séjour par crainte du terrorisme. La partition de Chypre, c'était il y a 40 ans. Nous nous rendrons sur l'île pour tenter de comprendre ce conflit et découvrir pourquoi la réunification n'est toujours pas possible aujourd'hui. Enfin, nous irons en Italie pour visiter un palais, mais pas n'importe lequel, le palais Farnèse, un joyau de la Renaissance italienne qui héberge l'ambassade de France presque gratuitement. Mais pour commencer, une belle histoire d'humanité et de solidarité, celle d'un marin français. Il s'est retrouvé en août dernier face à des embarcations de fortune au milieu de la Méditerranée, des migrants en danger de mort. Il a décidé d'intervenir avec son équipage. Depuis, ce capitaine breton a sauvé plus de 1800 personnes et nous a confié ce qu'il a vu. Ce mois d'août 2014, Philippe Martinez, commandant de remorqueur, ne l'oubliera jamais. Alors qu'il ravitaille une plateforme pétrolière au large de la Libye, face à lui, une embarcation pneumatique à la dérive, avec à bord une centaine de migrants livrés à eux-mêmes, une scène photographiée par l'équipage. Le retour sur la situation, c'était qu'ils n'avaient plus d'eau, qu'ils n'avaient plus de vivres, qu'ils avaient un boudin dégonflé et qu'il ne restait qu'une quarantaine de litres d'essence. Donc ils n'arriveraient nulle part. Des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants ayant fui l'Irak, la Syrie et l'Afrique, des familles en péril qu'ils filment au beau milieu de la Méditerranée. Il faut vous dire que la température à ce moment-là est de 38-40 degrés, sous un soleil de plomb, quoi. Donc ouais, ils sont exténués, ils sont trempés de sueur, ils ont les yeux rougis par le sel, ça c'est très, très marquant. Ils ne le savent pas encore, mais pour le commandant breton et son équipage, ce premier sauvetage n'est qu'un début, car à 8 reprises en un mois, ils croisent la route de canots, de barques, avec à chaque fois leurs passagers en danger de mort, comme pour ce chalutier hors d'âge, prêt à sombrer. Il est chargé, comme vous pouvez le voir, jusqu'au toit de la passerelle, mais il est plein à l'intérieur également. Toute la machine, tout autour de la machine, il y a du monde. Les cales à poissons sont pleines de gens. Ils sont combien ? Ils sont 650 dans ces eaux-là. Là, il y avait vraiment urgence, détresse immédiate. Il y a des gens qui n'ont même pas pu monter à bord eux-mêmes. J'ai envoyé mon équipage à bord pour les sortir de la cale, les monter, les tirer. Et il n'y a pas que des vivants ? Non, il y a 3 qui sont décédés. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Ça, c'est le cercueil. Pour les vivants, un sauve qui peut, pour se mettre à l'abri et échapper au pire. En tout, lui et ses hommes vont sauver plus de 1800 personnes en décidant de les prendre à bord. Parmi eux, cette jeune Palestinienne, avec sa sœur jumelle, elle avait, comme tous les autres, payé un passeur pour tenter de rejoindre l'Italie. Ce sont les 2 jeunes filles qui m'ont expliqué le système d'agence de passeurs en Algérie. En moyenne, ça variait de 1000 à 3000. Suivant les passeurs. Dollars, ouais. Ils leur proposaient un voyage sur la Libye, puis un transfert par bateau de 2 heures sur l'Italie. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, ça c'est un mensonge. Sur le remorqueur, à chaque fois, ensuite, le même scénario. L'appel radio aux autorités italiennes, les seuls à prendre en charge ces migrants. Pour eux, désormais, direction l'île de Lampedusa et ses centres de réfugiés. À la va-vite, le marin breton a fabriqué quelques cartes de visite qu'il a données à certains de ses passagers d'infortune. Il attend des nouvelles. Alors vous venez de le voir, les réfugiés sont toujours plus nombreux à tenter de rejoindre l'Europe par la mer ou par la terre. Des hommes et des femmes qui fuient des zones de conflit et notamment la Syrie en guerre. Et puisque l'on parle de ce pays, voici le témoignage d'une mère qui s'est battue pour sauver sa fille des mains des intégristes. Une jeune fille d'à peine 17 ans, victime d'un véritable lavage de cerveau. Alors comment ces adolescents, et particulièrement les filles, peuvent-ils basculer en quelques mois seulement? C'est ce que nous raconte cette mère. C'est un extrait du magazine 13h15 le samedi sur France 2. Sylvie est une maman vigilante. Depuis le début de l'année, elle se bat pour sauver sa fille. Léa, 17 ans, a été embrigadée par des islamistes radicaux. Et du jour au lendemain, tout a changé.
C'était quelqu'un de très, très coquet. Elle a arrêté de se maquiller. En février, elle s'est mise à porter des jupes très longues. Quand je dis très longues, c'est-à-dire qu'il lui arrive vraiment jusqu'aux pieds. Elle a arrêté de fréquenter ses amis masculins. Petit à petit, tout lui a été interdit. Tout commence au collège. Elle rencontre un garçon d'origine égyptienne. Un amour d'adolescent qui vire à la manipulation. Aujourd'hui, le jeune homme a quitté la France. Mais il continue d'envoyer des textos. Sylvie note tout. Je te fais confiance pour tout ce qui est mixité. Bis, serrer la main. Si tu fais ça, je pourrais pas pardonner. C'est une trahison, résiste mon bébé. Et là, elle lui dit, je pourrais pas toujours éviter, nounours. Je vais faire ce que je peux, Inch'Allah. Je rigole pas. Tu fais pas ce que tu peux. Tu le fais tout court si tu es sincère. Tu le fais pas parce que ça annulera le mariage. C'est de la fornication. Allah te voit en grand comme ça. Fornication, c'est le terme qu'emploie son ami pour lui dire que si elle serre la main d'un homme, si elle fait la bise d'un homme, si elle est dans la mixité, ça s'appelle de la fornication. J'ai porté plainte pour emprise mentale. Vous avez porté plainte ? Ah oui, j'ai porté plainte auprès du procureur de la République. Mais ce n'est pas tout. L'endoctrinement passe ensuite dans une nouvelle étape. Elle a reçu des vidéos sur l'enfer, sur le paradis, mais c'est horrible, c'est horrible. Ces vidéos, la plupart des adolescents endoctrinés les ont reçues. Elles sont l'œuvre d'idéologues confirmés. C'est contre eux que Sylvie se bat. Je sens c'est presque de la schizophrénie, quoi. Il y a elle, avec tout ce qu'on lui dit de faire, et puis il y a ma vraie fille, qui renaît là, qui est en train de renaître. Avec l'aide d'un psychiatre, Sylvie et sa fille se sont lancées dans un processus de déradicalisation. Mais dans quelques mois à peine, Léa sera majeure. Et en Syrie, la bataille de Kobané, ville située au port de la Turquie, est d'ores et déjà devenue le symbole de la résistance à Daesh. Aux avant-postes, les Kurdes. Aujourd'hui, ils se sentent insuffisamment soutenus par la communauté internationale et c'est également le sentiment de la diaspora kurde installée en France. On compte environ 200 000 personnes. Nous avons recueilli quelques témoignages à l'Institut kurde de Paris. C'était jeudi. Continuer les cours malgré l'écho des bombes. La diaspora kurde de France se retrouve ici à l'Institut de Paris. Goulan a quitté la Turquie il y a 8 ans. Elle préfère ne pas parler des manifestations violentes des Kurdes de son pays. Mais avec eux, elle dénonce l'inaction d'Ankara contre les djihadistes et l'engagement à minima, selon elle, des autres nations pour aider la résistance de Kobani. Ça me touche que la communauté internationale ne fait rien, enfin presque, malgré leur pouvoir dans la région. Ils laissent les Kurdes dans les mains de l'État islamique. Sidika, elle, est née en France. Elle est sans nouvelles d'une partie de sa famille restée en Syrie. La bataille des Kurdes de Kobani est aussi la sienne. On les laisse se débrouiller, mourir s'il le faut. Je pense que c'est un peuple qui dérange quand même. L'État islamique aussi dérange. Donc les deux qui dérangent, ils ont qu'à se bouffer. Et puis il y en a un qui perdra, l'autre qui s'affaiblira. Et puis tant pis, on s'en fout un peu, quoi. Soudain, les frappes aériennes sur l'écran de télévision interrompent le cours de grammaire. Ce qui serait bien, c'est qu'on parle autrement des Kurdes, en fait. Autrement que dans les circonstances de guerre. Leur Kurdistan rêvé est embrasé. On ne parle plus ici avec le directeur de l'Institut que de la proposition franco-turque d'une zone tampon entre Syrie et Turquie pour protéger les réfugiés. Si c'est une façon de sous-traiter à la Turquie le sort des Kurdes de Syrie, c'est très négatif. Si c'est pour favoriser une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies pour créer une zone de protection internationale des populations civiles dans cette bande territoriale, ça pourrait effectivement améliorer le sort de civils qui souffrent un véritable calvaire depuis 3 ans dans le silence de la communauté internationale. La diaspora kurde rêve d'un autre avenir pour sa communauté, un rêve de reconnaissance que l'histoire ne leur a pas donné.
Et vous allez voir que les Kurdes de France ne sont pas les seuls à s'inquiéter de cette guerre. Car l'intervention de la coalition, dont fait partie la France, rapproche un peu plus le conflit de nos frontières. Les Français s'imaginent en potentielle cible d'une menace terroriste, un risque difficile à mesurer mais qui a un réel impact sur la fréquentation touristique dans de nombreux pays. Même ceux qui ne sont pas en première ligne, comme la Tunisie, voient leurs réservations annulées en cascade. Des touristes, il y en a, des Anglais, des Allemands, des Russes ou encore des Norvégiens, mais pas beaucoup de Français. Risque terroriste, décapitation du Français en Algérie, ces événements ont effrayé. Souvent, les proches ont fait pression. Pour eux, il aurait fallu qu'on annule. Hors de question d'annuler, quoi. Parce qu'il fait beau ici, parce que concrètement, ça craint pas, quoi. En apparence, tout va bien, mais la France vient de mettre la Tunisie sur la liste des 40 pays où les Français doivent être vigilants. Résultat, pour ce Français qui propose des excursions, 50% d'annulation. Tout le monde m'a harcelé. Je n'ai rien pu faire que d'entendre les gens dire « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas partir, mais tu ne te rends pas compte, on va se faire tuer ». Voilà, c'est vraiment la psychose totale, ouais, je pense. Ceux qui sont déjà là se refusent à tomber dans la psychose. Vous vous sentez en sécurité? Ah oui, ici? Absolument. Ah oui, impeccable. Des fois, peut-être plus en sécurité qu'à Marseille, certaines fois. On n'a pas de risque ici parce qu'on est quand même loin de la frontière libyenne, loin de la frontière algérienne. Donc, moi, je me sens en sécurité complète. Selon les tours opérateurs, les réservations pour les vacances de la Toussaint ont chuté de 30%. Ils sont un peu seuls en tant que Français. Dans l'hôtel et même dans les rues, on le sent qu'ils sont pas en Tunisie. Face à cette désaffection des touristes français, la ministre du Tourisme tente de rassurer. Depuis la Révolution, bientôt 4 ans, aucun étranger, aucun touriste n'a été touché en Tunisie et nous mettons tout en œuvre comme gouvernement tunisien pour que ça reste comme ça. Les autorités françaises recommandent à ceux qui vont venir passer des vacances ici de s'inscrire sur le site de l'ambassade. Les touristes français recevront alors en temps réel des mails, des SMS pour les informer sur les risques éventuels. Une façon de les rassurer. C'est un conflit en Méditerranée qui dure depuis plus de 40 ans et qui n'est pas prêt de trouver une issue. Je veux parler de la division de Chypre. Cette semaine, le gouvernement chypriote a annulé sa participation aux négociations visant à la réunification de l'île. Il accuse Ankara de perturber ses recherches de gaz en mer. Pas de quoi rassurer ceux qui veulent en finir avec la partition. Une histoire d'autant plus traumatisante que certaines zones gardent les séquelles de cette division entre chypriotes turcs et grecs. Revenons en juillet 1974. L'armée turque débarque dans le nord de l'île. Alors que les Chypriotes grecs crient à l'invasion, la Turquie affirme qu'elle veut protéger les Chypriotes turcs d'une tentative de coup d'État ayant pour but de rattacher Chypre à la Grèce. À Famaguste, les Chypriotes grecs, apprenant l'avancée des troupes turques, sont forcés de fuir. Les combats s'intensifient au cours de l'été. En août 1974, un cessez-le-feu négocié sous l'égide des Nations Unies est déclaré. Les Turcs contrôlent Varosha. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Varosha reste entourée de fils de fer barbelés. C'est une cité fantôme, figée dans le temps et prise en otage par le conflit chypriote. Ironie du sort, il y a 10 ans, lorsque la République de Chypre a rejoint l'Union européenne, la partie chypriote grecque a refusé le plan de paix proposé par l'ONU qui lui aurait rendu cette ancienne station balnéaire. Selon elle, les conditions de sécurité et les droits de propriété notamment n'étaient pas suffisamment garantis. Aujourd'hui, une nouvelle initiative vise à redonner vie à cette cité. Un plan de règlement bicommunautaire rendrait Varosha à ses propriétaires initiaux. On en ferait une ville au développement écologique, on construirait de nouveaux hôtels et on rouvrirait le port de Famaguste au commerce international. À l'origine de cette proposition, lancée il y a 4 ans, Okan et Mertkan, 2 Chypriotes turcs qui ont grandi ici. Ils affirment que 73% de leurs compatriotes soutiennent leur initiative. Mais en quoi les choses ont-elles évolué ? Je me souviens du temps où on était heureux dans cette ville. Quand la guerre a éclaté, j'avais 10 ans. J'ai beaucoup de souvenirs de cette cité. Elle était pleine de vie.
Et aujourd'hui, cette situation, elle me rend triste. Une ville sans population, c'est impossible. Et depuis 40 ans, on vit à côté de cette ville où il n'y a personne, c'est juste une ville fantôme. Et ça a un impact négatif sur notre morale et notre société. Cette initiative pour Famagouste nous donne une grande occasion de réclamer des choses pour l'avenir, parce qu'on sait que si on réussit à Famagouste, on pourra réussir à l'échelle de Chypre. Mais malgré le soutien dont il bénéficie, il est encore bien difficile de refermer les plaies psychologiques et politiques causées par ce conflit. Depuis 1974, puis l'autoproclamation de la République turque de Chypre du Nord en 1983, différents cycles de négociations n'ont pas permis d'aboutir à un règlement global. Nicosie est la dernière capitale divisée en Europe, illustration patente, son aéroport abandonné dans la zone tampon mise en place par l'ONU. Les combats ont fait de nombreuses victimes dans les deux camps et des blessés au sein de la force des Nations Unies en charge du maintien de la paix. Cet aéroport a vraiment été le théâtre de l'une des principales batailles, la bataille de l'aéroport en juillet 1974. Donc les forces turques arrivant du nord ont essayé de prendre cet aéroport qui est évidemment un point stratégique. Il a été solidement défendu par la garde nationale chypriote grecque et l'armée grecque qui était à ses côtés. Et les Nations Unies étaient au milieu. En fait, les troupes canadiennes étaient basées ici. Quand les combats ont commencé, un colonel canadien, le colonel Beatty, a décidé de s'interposer en brandissant un drapeau blanc, le drapeau de l'ONU. Ensuite, il a été demandé au Conseil de sécurité de faire de l'ensemble de l'aéroport une zone protégée par l'ONU, et c'est ce qu'il est encore aujourd'hui. Depuis lors, les Nations Unies déploient des casques bleus dans une zone tampon qui s'étend sur 180 km et surveille les lignes de cessez-le-feu. Elles mènent des opérations humanitaires et jouent aussi un rôle de médiateur lors des négociations. En février dernier, les espoirs de paix ont été relancés lorsque les dirigeants chypriotes grecs et turcs ont fait une déclaration commune depuis l'aéroport de Nicosie. Des considérations géopolitiques, Chypre pourrait constituer une tête de pont pour la sécurité en Méditerranée orientale, et des questions énergétiques, avec la découverte récente de gisements de gaz naturel dans les eaux chypriotes, jouent en faveur d'un règlement. Mais aucun accord concret n'est encore sur la table. Dans la famille de Georges, chypriote grec, qui a fui Varosha, on estime que les politiciens prennent en otage Famagouste et l'île dans son ensemble. Même si Georges et son père se sont reconstruits une vie dans la partie sud de Chypre, ils ont du mal à oublier la gloire passée de Varosha, considéré comme le Saint-Tropez chypriote avant le conflit. Leur famille possédait 4 hôtels dans la station balnéaire. Si vous voulez mon avis, Chypre dans son ensemble est prise en otage par les politiciens qui ne pensent qu'à leur carrière. À chaque élection, ils espèrent décrocher un mandat et ils donnent toujours plus d'écho aux slogans nationalistes. C'est comme ça que ça marche. À proximité de la zone abandonnée, la plage d'un hôtel attend ses premiers clients de la journée. Une activité économique dont beaucoup, au sein des deux communautés, aimeraient pouvoir profiter sur tout le territoire chypriote. C'est une autre page d'histoire que je vous propose à présent. Une page de l'histoire de France oubliée, voire occultée. Celle des travailleurs d'Indochine à l'époque colonie française, réquisitionnés pour venir travailler de force et sans salaire en Camargue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avec leur savoir-faire, ils cultiveront le riz et le sel qui aujourd'hui font la fierté de cette région. Il aura fallu 70 ans pour qu'un historien exhume ce passé et qu'aujourd'hui une stèle soit enfin érigée en leur mémoire. Un paysan vietnamien juché sur un bloc de calcaire. Cette stèle lève officiellement le voile sur ces milliers de travailleurs indochinois arrachés de leurs terres pour être envoyés en métropole. La plupart vont être recrutés de force dès 1939. Et ça fait non seulement le souvenir, mais ça fait une reconnaissance pour les autres, pour ceux qui sont derrière là. Il dit mais qu'est-ce que c'est là, où il vient, d'où il vient? Alors ça fait parler, ça fait demander, ça fait questionner les jeunes.
Internés dans une dizaine de camps de la zone sud, sous contrôle d'officiers français de l'armée coloniale, ils sont utilisés dans les usines d'armement, mais aussi pour relancer la riziculture. Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. La récolte a dépassé les prévisions. Les 500 hectares ensemencés l'an dernier par les ouvriers agricoles anamites ont produit 1 600 000 kilos de riz. Il y a 70 ans, on était encore dans l'idée que on avait le droit, nous, la France, on avait le droit d'aller prendre des types dans les colonies, les prendre de force, les emmener en France et les faire travailler sans leur verser de salaire. Et ça c'est un truc impensable, mais qui est au cœur de l'oppression coloniale. Ils sont venus de force sur le vieux continent, travailler dans les champs et puis dans l'armement. Très peu de ces travailleurs sont encore en vie. C'est pourquoi aujourd'hui ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui témoignent. On mange à notre père qui n'a pas su nous expliquer, qui n'a pas su nous parler de ça. Eh bien nous on dit maintenant, on connaît ton histoire. Une histoire qui aura mis 70 ans pour sortir définitivement de l'ombre. Je vous emmène à Rome à présent pour découvrir une belle initiative, celle de ses habitants. Ils se sont retroussés les manches pour venir en aide à leur ville, car avec un peu plus d'1 milliard d'euros de déficit, la mairie n'arrive plus à entretenir la cité. Dans plusieurs quartiers, les Romains se sont donc mobilisés pour nettoyer les parcs ou encore le mobilier urbain. Et comme vous le voyez sur ces images, ils mettent du cœur à l'ouvrage. Et on reste à Rome pour une visite un peu particulière, celle du Palais Farnèse. Il abrite depuis 1874 l'ambassade de France. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce joyau de la haute Renaissance italienne s'ouvre maintenant au public. À Rome, il y a le Colisée et ses 6 millions de visiteurs chaque année. Le Vatican qui en voit passer autant. Mais il y a également l'ambassade de France, le Palais Farnèse. Ici, il n'y a pas que l'ambassadeur qui jouit de ce trésor historique. Les 11 000 mètres carrés de décor Renaissance font chaque année 52 000 entrées. Visite méconnue, mais pourtant possible une fois par semaine le vendredi. Et certaines fois même, les visiteurs ont accès aux caves. Un bond de 2000 ans en arrière, au temps de la République romaine. Les mosaïques sont à peine endommagées. Voici celle dite des voltigeurs. Elle permet de comprendre ce que les Romains faisaient ici à l'époque. À l'époque de la République, c'était une zone dédiée aux spectacles sportifs. Au fil de la visite, bien d'autres découvertes. Le lys en céramique n'est pas celui des rois de France. C'est l'emblème des Farnèses qui vivaient ici, à la Renaissance. Puis arrive le clou, la galerie des Caraches. Une œuvre monumentale. Cette fresque de 1600 est comparée à celle de la chapelle Sixtine. C'est une bacchanale, des scènes de nu révolutionnaires quand on sait qu'à l'époque, c'est un cardinal qui vivait ici. Regardez ici, c'est Bacchus sur son char en or, juste à côté de la célèbre Ariane. La France n'est pas propriétaire de ces lieux. Elle les loue à l'Italie pour 1 euro symbolique par an. En échange, elle en assure l'entretien. Et là encore, nous explique l'ambassadeur, ça ne coûte rien. La fameuse galerie des Caraches, par exemple, va être rénovée bientôt pour 1 million d'euros, payés par une fondation privée. Nous avons trouvé un mécène unique et qui va nous financer la totalité, je dis bien la totalité des travaux de restauration de cette galerie des Caraches. Il n'y aura pas 1 centime d'argent public français. Mais le Palais Farnèse n'est pas qu'un musée, loin de là. Un endroit somptueux, c'est vrai, qui est d'abord un lieu de travail. Il y a l'ambassade et ses diplomates. Il y a également l'École française de Rome, un institut de recherche doté de la plus riche bibliothèque française à l'étranger. 6 km de rayonnage, 200 000 ouvrages rassemblés pour les chercheurs. Depuis peu, le public y est également admis. On peut parcourir l'école en simple visiteur, afin de mesurer que de la cave au grenier, le palais est somptueux.
L'idée est aussi de faire partager la beauté de ce lieu à tous les curieux, tous les touristes. Pour que personne ne puisse dire qu'une vue pareille sur les toits de Rome est réservée aux seuls privilégiés. Et si on faisait une escale sur la Côte d'Azur pour célébrer la 15e édition des Voiles de Saint-Tropez? Ce rassemblement unique de marins venus du monde entier a attiré des milliers de personnes passionnées de vieux gréements. C'était le week-end dernier, mais nous n'avons pas résisté au plaisir de vous montrer ces bateaux d'exception. L'un des plus beaux bateaux Enfin, l'un des plus beaux. Il y en a tellement qu'on n'a que l'embarras du choix. Le spectacle est grandiose, avec 4000 marins et 300 voiliers, des bateaux modernes ou plus classiques, comme Lulu, le plus vieux bateau de plaisance français. Classé monument historique, à 117 ans, il est d'une rare élégance. Une fois sa voile hissée à 10 mètres, l'équipage doit le manœuvrer avec délicatesse. Ça, c'est une pièce de musée, c'est une pièce de collection. Ça fonctionne sur Lulu et ça marche comme ça marchait à l'époque. Ça paraît incroyable et on navigue avec ça, tout à la main. La navigation se fait donc à l'ancienne, comme également sur l'Alcyon. C'est la petite curiosité de la régate. Car toute voile dehors, cette réplique de 1871 de 9,20 mètres peut atteindre jusqu'à 20 nœuds. C'est un bateau qui a des mouvements très doux, qui a un énorme potentiel de vitesse, mais qui est un vrai pur sang. La moindre erreur, il vous la fait payer cash. C'est toujours très beau de voir des bateaux en bois manœuvrer, toujours très impressionnant de voir des équipiers également manœuvrer sur ce genre de bateau, donc c'est un vrai régal. Cette 15e édition des Voiles de Saint-Tropez a connu un succès populaire sans précédent grâce notamment aux bonnes conditions climatiques. Et après une semaine de régate, les bateaux ont rejoint leur port d'attache aux 4 coins du monde. C'est une naissance qui est attendue depuis des années à Monte-Carlo, celle du futur héritier. Alors aujourd'hui, la surprise est double, car Charlène de Monaco vient d'annoncer qu'elle est enceinte de jumeaux. Une information qui soulève immédiatement une question, lequel des deux enfants montera sur le trône ? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, 2 pour commencer. 3 ans après son mariage avec le prince Albert, Charlène de Monaco annonce qu'elle attend des jumeaux dans un entretien exclusif à ce magazine britannique. Elle déclare se sentir extrêmement bien. Les 2 premiers enfants du couple princier naîtront avant la fin de l'année. À l'accouchement, une question va agiter la terre entière, du moins le rocher monégasque. Chez les jumeaux, qui est l'aîné, donc l'héritier? Il y a plusieurs cas de figure. Si c'est par césarienne, eh bien, c'est au fond le choix du chirurgien. Maintenant, si c'est par les voies naturelles, la tradition veut que le deuxième sorti est le premier, est l'aîné. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a été conçu en premier. Dans l'histoire de France, à Versailles, on a connu des solutions plus radicales. La légende dit que le masque de fer était le frère jumeau de Louis XIV et son aîné. Pour lui ôter toute envie de revendiquer le trône, on l'aurait masqué et jeté au cachot. Heureusement, Monaco n'aura pas besoin d'en arriver là. Et sachez que vous pouvez voir ou revoir ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte avec une prouesse qui aurait plu à Jules Verne. Un voyage au centre de la Terre. Le pilote de montgolfière, Ivan Trifonov, a réussi une descente incroyable dans la grotte de Mamé en Croatie. Une cavité de plus de 200 mètres de profondeur. Au revoir, passez une très belle semaine.